4 canons, 24 hommes et l'aviation allemande qui a bombardé le vide pendant 3 jours. Le 22 juin 1944, Biélorussie, à 7 km de Vitebsk, la reconnaissance allemande rapportait « La batterie soviétique est détruite ». Les pilotes juraient l'avoir touchée par un coup direct. Sur les photographies aériennes, on voit des cratères, beaucoup de cratères. Mais le lendemain matin, cette batterie détruite ouvrait à nouveau le feu, comme sortie de terre. Les colonnes allemandes brûlaient sur la route. Les chars s'arrêtaient, sans même parcourir 500 mètres. En une semaine, 34 véhicules, 8 chars, 200 soldats ennemis. La batterie tirait chaque jour et restait invisible chaque jour. Comment était-ce possible ? Les Allemands l'ont cherché pendant 3 jours. L'infanterie ratissait chaque ravin. L'aviation pilonnait les positions supposées. L'artillerie frappait tous les points suspects. Rien. La batterie était là, juste sous le nez des Allemands, à une distance d'où les canons pouvaient tirer presque à bout portant. Mais il était impossible de la voir. Pour comprendre comment un capitaine a trompé toute une armée, il faut revenir 3 semaines en arrière, à la batterie d'artillerie qui venait d'occuper une position près de Vitebsk, à un homme qui regardait la guerre différemment des autres. Il s'appelait Grigori Alexeyevitch Jetchoukine, 31 ans, capitaine, commandant d'une batterie de canons divisionnaires ZS-3 de 76 mm au sein du 238e régiment d'artillerie. Né en 1913 à Tambov dans une famille de cheminots. Le père, mécanicien de locomotive, la mère, guichetière à la gare. L'aîné de 3 enfants, 2 sœurs cadettes, Anna et Maria. À Tambov, ça sentait toujours le charbon. Le dépôt de locomotive fumait jour et nuit. Grigori savait depuis l'enfance que s'il se tenait sur la colline au-dessus du dépôt et fermait les yeux, il pouvait comprendre au son quel convoi partait. Un train de marchandises, lourdement, avec effort. Un train de voyageurs, légèrement, presque joyeusement. La locomotive soupire, prend de la vitesse et le son change. Le père disait « Une machine, c'est comme un être humain, elle a son humeur. Il faut l'écouter, alors elle ne te décevra pas. » Grigori avait appris à écouter. Après l'école d'artillerie à Leningrad, de 1931 à 1933. Il voulait entrer dans l'aviation, mais sa vue l'en avait empêché. Moins 1,5 à l'œil gauche. L'artillerie, son deuxième choix, s'était révélé le meilleur. À l'école, Jetchoukine n'était ni le meilleur tireur ni le plus rapide dans les calculs de trajectoire, mais le plus méticuleux. Le professeur de tactique, le commandant Kravtsov, lui avait dit un jour « Jetchoukine, tu sais quel est ton problème ?»« Pas du tout, camarade commandant. Tu réfléchis trop. Un artilleur doit calculer vite. Mais toi, tu penses à l'endroit où l'obus va voler, ce qu'il va rencontrer, qui il va tuer. Ça te ralentit. » Grigori était resté silencieux, mais il savait que le commandant avait raison. Il réfléchissait vraiment beaucoup, peut-être trop. Quand les autres cadets apprenaient les tables par cœur, Jetchoukine essayait de comprendre pourquoi précisément ces chiffres, pourquoi l'obus volait selon cette trajectoire et pas une autre. Que se passerait-il si on changeait l'angle d'un demi-degré ? Après l'école, service dans le district militaire de Biélorussie, batterie d'artillerie ordinaire, exercice, tir, vie quotidienne. En 1939, il avait épousé Anna Petrovna, institutrice de Minsk. En 1941 était née sa fille Katia. Le 22 juin 1941, Grigori Jetchoukine était lieutenant, commandait un peloton. La batterie était stationnée près de Grodno. Premier combat le 25 juin. Les chars allemands avançaient en large formation. 8 véhicules, des Panzer II et Panzer III légers. La batterie ouvrit le feu à 800 mètres. Jetchoukine se souvenait de ce combat seconde par seconde. Premier tir, raté. Deuxième, touché la chenille. Le char s'arrêta. Troisième, coup direct sur le flanc. L'Allemand prit feu. Quatrième, le 4e obus ne fut pas nécessaire. Les Allemands firent demi-tour, partirent. La batterie resta en position. Le commandant de batterie, le capitaine Drozdov, s'approcha de Jetchoukine, lui tapa sur l'épaule. « Bon travail, lieutenant. Ton équipe ? Bravo. » Grigori hocha la tête, mais intérieurement, il éprouvait un sentiment étrange. Pas de joie de la victoire, mais de l'étonnement. Ils sont partis, pensa-t-il. 8 chars contre 4 canons. Nous en avons détruit un. Ils auraient pu nous écraser, mais ils sont partis. Pourquoi ?
Le soir, il demanda à Drozdov : « Camarade capitaine, puis-je poser une question ? Vas-y. Pourquoi les Allemands en ont-ils battu en retraite ? Ils nous surpassaient pourtant. » Drozdov sourit. « Chtchoukine, tu es sérieux ? Ils sont partis parce que nous les avons frappés. Nous avons détruit un char. Il leur en restait 7. Et alors ? Ils auraient pu nous anéantir. Des chars contre des canons en terrain découvert. C'est... » Drozdov l'interrompit. « Lieutenant, retiens bien, l'Allemand est un lâche. Il reçoit un coup au visage. Il déguerpit aussitôt. Pas besoin de philosopher là-dessus. » Mais Chtchoukine ne pouvait s'empêcher de réfléchir. Les Allemands n'étaient pas des lâches. Il le comprit rapidement. 3 jours plus tard, la batterie fut encerclée. Drozdov fut tué. Sur 10 hommes, 23 sortirent. Chtchoukine commanda la retraite. Puis ce fut Smolensk, puis Moscou, puis Stalingrad. Chtchoukine monta en grade jusqu'à capitaine, obtint sa propre batterie. Il apprit à faire la guerre non pas selon le manuel, mais pour de vrai. Il apprit l'essentiel. Un artilleur doit réfléchir. Pas simplement tirer là où on lui dit, mais réfléchir. Où se placer, quand tirer, comment se camoufler. Réfléchir pour le commandement, réfléchir pour l'Allemand, réfléchir même pour l'obus qui vole vers sa cible. À Stalingrad, sa batterie tint la position pendant 2 jours. Les Allemands attaquaient Niki par vagues. La batterie perdit 2 canons, mais tint la position. Pour cela, l'ordre du drapeau rouge. À Koursk, un 2e ordre. La batterie repoussa 3 attaques, détruisit 5 chars. Mais Grigori n'aimait pas se souvenir de Koursk. Là-bas mourut son ami, le lieutenant principal Pavel Morozov, commandant de la batterie voisine. Ils avaient étudié ensemble à l'école, bu ensemble à la victoire après Stalingrad. Morozov mourut le 12 juillet 1943 d'un éclat dans le cou. Il mourut rapidement, sans même avoir le temps de dire un mot. Après cela, quelque chose changea. Chtchoukine devint encore plus prudent, encore plus réfléchi. Il vérifiait chaque position 3 fois. Il calculait chaque secteur de tir au mètre près. Les soldats le respectaient, mais le craignaient un peu. Chtchoukine était exigeant. Il ne criait pas, ne jurait pas, mais demandait strictement. Si un canon était mal camouflé, il faisait refaire. Si le télémètre se trompait dans les calculs, ils analysaient l'erreur pendant 1 heure. Le sergent-chef de la batterie, Stepan Ivanovitch Belov, 40 ans, dit un jour : « Camarade capitaine, soyez plus simple avec les soldats, et ils font de leur mieux. » Chtchoukine le regarda. « Belov, depuis combien de temps fais-tu la guerre ? » « 3e année, camarade capitaine. » « Et combien de batteries as-tu changé ? » « 3, camarade capitaine. » « Pourquoi 3 ?» Belov se tut, puis dit doucement : « Les 2 premières ont été détruites. »« Exactement. Et ma batterie fait la guerre depuis 41. La composition change, les hommes viennent et partent. Mais la batterie est vivante. Tu sais pourquoi. »« Pourquoi, camarade capitaine ? » ?»« Parce que je ne les laisse pas se relâcher. Une erreur et tous sont morts. Je préfère être un capitaine strict qu'un héros mort. » Belov hocha la tête. Depuis lors, il ne discuta plus. Chtchoukine avait une habitude. Chaque soir, si la situation le permettait, il écrivait une lettre à la maison, à sa femme et sa fille, à Minsk. Bien que Minsk fût sous les Allemands, il rangeait les lettres dans sa sacoche, pensant : « Quand nous libérerons, je donnerai tout d'un coup. Qu'elle lise comment j'ai vécu ces années. » Dans la sacoche se trouvait une photographie. Anna avec la petite Katia. Un cliché de 40. Katia en robe blanche, Anna souriante. Grigori regardait cette photographie chaque jour, parfois plusieurs fois. Un jour, le pointeur, le sergent junior, Kolya Gratchev, vit le capitaine regarder la photo et demanda : « Camarade capitaine, ce sont les vôtres ?»« Les miennes, Gratchev. »« Quel âge a la petite ? » ?»« Elle devrait avoir 4 ans maintenant, si elle est vivante. » Gratchev se tut. Que dire ? Chtchoukine rangea la photographie. « Tu as quelqu'un chez toi ? » ?»« Ma mère, camarade capitaine, à Voronej. Pas de lettres depuis l'année dernière. »« Il y en aura. Voronej a été libéré. »« Je sais, camarade capitaine, mais toujours pas de lettres. »« Écris toi-même. Peut-être que ce sont tes lettres qui se sont perdues, pas les siennes. » Gratchev hocha la tête, partit. Et Chtchoukine s'assit et écrivit une lettre à Anna.
la 123e. Anouchka, aujourd'hui j'ai vu fleurir les pommiers. Tu te souviens, en 39, nous sommes allés dans le jardin près de Minsk. Tu as dit que l'odeur de la fleur de pommier était l'odeur la plus printanière au monde. Je n'avais pas compris alors, mais aujourd'hui j'ai compris. Ça sent la maison, ça sent la paix, ça sent cette époque où il n'y avait pas de guerre. Il plia la lettre, la rangea dans la sacoche avec les autres. En mai 1944, la batterie fut transférée en Biélorussie. Une grande opération se préparait, la libération de Vitebsk. Les Allemands tenaient la ville depuis 3 ans. Fortifications puissantes, artillerie dense. La batterie de Tchetchoukine intégra le groupe d'assaut. 4 canons ZS, 3, équipage expérimenté, aguerri, 24 hommes. Le 15 mai arriva le commandant de brigade, le colonel Makarov. Il rassembla les commandants, expliqua la mission. Camarades officiers, dans 1 mois, nous lançons l'opération Bagration. Objectif, libération de la Biélorussie. Votre batterie couvrira le flanc de l'offensive. Vous occuperez la position ici. Il montra sur la carte un point à 7 km de Vitebsk. La route va de la ville vers l'ouest. Les Allemands battront en retraite par là ou amèneront des renforts. Votre mission, couper cette route par le feu. Tenir la position au minimum 1 semaine, peut-être plus. Shtchoukine regarda la carte. Terrain découvert, petite élévation, forêt à 1 km. La route passait à 500 mètres de la position supposée. Camarade colonel, une question. Je vous écoute, capitaine. Position sur une élévation. Bonne vue, mais nous serons visibles. L'aviation allemande nous couvrira en 1 heure. Makarov sourit. Capitaine Shtchoukine, on dit de vous que vous êtes le commandant le plus prudent du régiment. Camouflez-vous, vous savez faire. Bien, camarade colonel, mais quoi? Camarade colonel, distance de 500 mètres jusqu'à la route. C'est une visibilité directe. Dès que nous ouvrirons le feu, ils nous repéreront, et nulle part où partir. L'abri le plus proche, la forêt, est à 1 km. Le temps d'y arriver, ils nous auront fusillés. Makarov se refroidit. Capitaine, voulez-vous dire que vous ne pouvez pas accomplir la mission? Pas du tout, camarade colonel, nous l'accomplirons. Je veux simplement comprendre combien de temps nous devons tenir la position. 1 heure, 1 jour, 1 semaine. 1 semaine au minimum. Ensuite, nos unités arriveront. Vous serez relevés. Compris, camarade colonel. Shtchoukine sortit du quartier général, alluma une cigarette. Ses mains tremblaient, non de peur, mais de colère. Il connaissait cette tactique. Placer une batterie en position découverte, donnée pour mission. De couvrir l'offensive, puis compter les pertes. Habituellement, une batterie dans une telle position vit 1 jour, 2 au maximum. Ensuite, les Allemands la trouvent, repartent les coordonnées et la couvrent d'artillerie ou d'aviation. Shtchoukine le savait, Makarov le savait, tous le savaient. Mais un ordre est un ordre. Le sergent-chef Belov s'approcha par derrière. « Camarade capitaine, qu'ont-ils dit ?» Ils ont dit de tenir 1 semaine. 1 semaine en position découverte? Oui. Belov jura doucement, mais de tout cœur. Ils ont décidé de nous liquider? Belov, tu es membre du parti? Oui. Alors ne raisonne pas, nous accomplirons la mission. À vos ordres, camarade capitaine. Belov partit et Shtchoukine resta debout, regardant vers l'est. Là-bas, derrière la forêt, on apercevait les clochers des églises de Vitebsk. 1 semaine, pensa-t-il. 7 jours, 168 heures. Comment les vivre? Il ne savait pas encore, mais il réfléchissait déjà. Le 1er juin 1944, la batterie de Shtchoukine occupa la position. L'élévation s'avéra encore pire qu'il ne pensait. Pas une colline, mais plutôt une pente douce. Hauteur au-dessus de la route, 30 mètres environ. Vue excellente. Visibilité de 5 km dans toutes les directions, mais eux aussi étaient parfaitement visibles. Forêt à 1 km au nord, dense de pins. Là on pouvait se cacher, mais de la forêt à la route, 1,5 km. Pour un ZS-3, c'était un peu loin, la précision diminuait. Shtchoukine se tenait au sommet de la pente, regardait la route. Des camions allemands y passaient, lentement, avec des arrêts.
Apparemment, il transportait quelque chose vers Vitebsk. Le sergent-chef Belov à côté. Camarade capitaine, où placer les canons? Chtchoukine se taisait, réfléchissait. Position standard. Derrière la crête de l'élévation pour que les canons ne soient pas visibles d'en bas. Mais alors, l'angle de tir serait mauvais. Il faudrait lever les tubes trop haut. On pouvait se cacher complètement sur le versant opposé, mais alors la route ne serait pas visible du tout. Tirer à l'aveugle n'était pas une option. Il restait à placer au sommet, à découvert. Camoufler avec des filets, espérer qu'il ne remarque ça pas. On place ici. Chtchoukine montra de la main. Intervalle entre les canons, 30 mètres. Camoufler soigneusement. Filets, branches, mottes de terre, pour que ce ne soit pas visible d'en haut. Oui, camarade capitaine. Les soldats commencèrent à creuser. Les équipes d'artillerie travaillaient vite. Pour chaque canon, une fausse nid. Les pelles tintaient contre les pierres. La terre ici était dure, argileuse. Chtchoukine marchait entre les canons, vérifiait les angles de tir, estimait les distances. Le sergent junior Gratchev, pointeur du premier canon, s'essuya le front. « Camarade capitaine, où prendre les filets de camouflage? Nous n'en avons que 2. Demande à la 2e batterie. Belov, vas-y. » « Oui, camarade capitaine. » Vers le soir, la position était prête. 4 canons, enterrés, camouflés. Au-dessus, des filets avec des branches. De loin, ils ressemblaient à des buissons. Chtchoukine inspecta le travail, hocha la tête. « Bien, demain on fera le réglage. » La nuit, il ne dormit pas, resta allongé dans l'abri, regardant le plafond. Dans sa tête tournait une seule pensée, une semaine. Comment tenir une semaine? Le matin du 2 juin, ils firent sur le réglage. 2 tirs sur la route, vérifièrent la portée, la précision. Tout était en ordre. Maintenant, on pouvait tirer les yeux fermés. La trajectoire était rodée. Après le réglage, Chtchoukine convoqua les officiers et sergents. Ils se rassemblèrent près du premier canon. « Camarades commandants, écoutez la mission. Les Allemands passeront par cette route. Véhicules, chars, infanterie. Notre mission, détruire tout ce qui bouge. Tirer par courte rafale, 2 à 3 obus, couvert, silence. Pas besoin de tirer jusqu'à épuisement des munitions. » Le lieutenant Soudakov, commandant du 2e peloton, demanda « Camarade capitaine, et si des chars passent? Il faut bien les achever. » « Nous les achèverons, mais intelligemment. Premier obus dans le train de roulement. Le char s'arrête. 2e obus dans le flanc. Le char brûle. C'est tout, ensuite on passe au suivant. Pas besoin de gaspiller 3 obus sur un seul char. » Soudakov hocha la tête. Le sergent-chef Belov demanda « Camarade capitaine, et s'ils nous repèrent? Les Allemands ne sont pas aveugles, ils entendront d'où nous tirons. Ils nous repéreront. » Chtchoukine tira sur sa cigarette roulée. La question est quand? Peut-être dans 1 heure, peut-être dans 1 jour. Notre mission, tenir le plus longtemps possible. Et comment ferons-nous? Nous serons rusés. Comment? Chtchoukine ne répondit pas tout de suite, regarda la route, puis le ciel. Clair, sans nuages. La reconnaissance allemande fonctionnait bien. L'aviation volait chaque jour. Dès que nous ouvrirons le feu, ils viendront, commenceront à chercher. S'ils trouvent, c'est fini pour nous. Et que faire? Nous réfléchirons. En attendant, travaillez. Vérifiez les canons, répartissez les munitions, faites des réserves d'eau, approfondissez les tranchées. Les soldats se dispersèrent. Seul Belov resta. « Camarade capitaine, puis-je parler franchement ?»« Parle. Nous ne tiendrons pas longtemps ici. Vous le comprenez vous-même. Je le comprends. Alors pourquoi jouer la comédie? Disons honnêtement aux soldats. On nous a ordonné de mourir, alors nous mourrons. » Chtchoukine regarda le sergent-chef lourdement. « Belov, quel âge as-tu ?»« 42, camarade capitaine. »« Tu avais une famille ?»« Ma femme a été tuée par les Allemands en 41. Mon fils est au front, tankiste. »« Tu veux le revoir ?»« Je veux, camarade capitaine. »« Eh bien moi aussi je veux revoir ma fille et ma femme, donc je n'ai pas l'intention de mourir. Ni moi, ni mes hommes. Nous accomplirons l'ordre, mais vivants. Compris ?» Belov se tut, puis « Compris, camarade capitaine. » Le 3 juin à 6 heures du matin, une colonne allemande passa sur la route. 5 camions et un transport de troupes blindées. Chtchoukine donna l'ordre.
Premier et deuxième canon, préparez-vous. Les équipes prirent position. Les pointeurs se penchèrent sur les viseurs panoramiques. Distance 520 mètres. Véhicule de tête. Feu. 2 détonations. 2 obus s'envolèrent dans le ciel. Une seconde plus tard, explosion sur la route. Le camion de tête s'enflamma. Le deuxième s'arrêta, n'ayant pas eu le temps de freiner, percuta le premier. Le transport blindé fit demi-tour, tentant de fuir. Troisième canon sur le transport blindé. Feu. Encore un tir. Le transport blindé s'arrêta, fumant. Cessez le feu. Tous à couvert. Les soldats se jetèrent dans les tranchées. Stchoukine regardait aux jumelles. Sur la route brûlaient 3 véhicules. Les Allemands sautaient des camions restants, se cachaient dans le fossé. Quelqu'un tirait en direction de la hauteur avec des fusils. Inutile. 500 mètres. Ils n'atteindront pas. 1 minute plus tard, les Allemands coururent en arrière vers Vitebsk, abandonnèrent la colonne. Le sergent-chef Belov souriait. « On les a bien eus, camarade capitaine, comme dans le manuel. Stchoukine ne souriait pas, ils nous ont repérés. Dans une demi-heure, ils arriveront. Mais nous sommes camouflés, ça n'aidera pas. Les Allemands vont tirer par secteur, ils couvriront toute la hauteur. » Et effectivement, 25 minutes plus tard, des points apparurent dans le ciel, des avions, 2 Junkers Ju-87. Tout le monde aux tranchées, vite. Les soldats se précipitèrent vers les abris. Stchoukine plongea le dernier dans l'étroite tranchée, creusée spécialement pour de tels cas. Les Junkers piquèrent, les sirènes hurlèrent, désagréables, déchirantes pour les oreilles. La première bombe tomba à une 50aine de mètres. La terre trembla, des mottes d'argile tombèrent dans la tranchée. La deuxième plus près, à une 30aine de mètres, la troisième tout près. L'onde de choc frappa dans le dos. Stchoukine ferma les yeux, s'enfonça dans la terre, puis le silence, seulement un bourdonnement dans les oreilles. Il sortit de la tranchée, regarda autour de lui. Des cratères, beaucoup de cratères. La terre était labourée, un canon était à moitié enseveli, sous l'argile, mais intact. Les autres aussi étaient intacts, les hommes aussi. Un commotionné était allongé, se tenant la tête, les autres vivants. Belov vérifie l'effectif. Y a-t-il des blessés? Oui, camarade capitaine, le soldat Kuznetsov est commotionné. Envoie-le à l'infirmerie. Vérifiez le canon rapidement. Pendant qu'il vérifiait le canon, Stchoukine regardait la route. Les Allemands traînaient à Warna déjà leur matériel. Des tracteurs remorquaient les véhicules détruits. Ce n'est rien, pensa-t-il. On se reverra. Ce jour-là, la batterie ne tira plus. Stchoukine ne voulait pas se faire repérer une fois de plus. Les Allemands savaient maintenant qu'il y avait de l'artillerie ici. Ils surveilleraient. Le soir, il rassembla les commandants. Aujourd'hui, ils ont bombardé au hasard. On a eu de la chance, personne n'a été tué. Demain, on aura moins de chance. Il faut changer quelque chose. Le lieutenant Soudakov demanda « Peut-être changer de position, aller dans la forêt ?» Non, de la forêt, on n'atteindra pas la route. Il faut rester ici. Alors comment? Stchoukine se taisait. Il ne savait pas lui-même. Le 4 juin, un convoi allemand passait sur la route. 8 véhicules, 2 chars, Panzer IV. Stchoukine donna l'ordre de tirer. Ils détruisirent 3 véhicules et un char. Le second char fit demi-tour, commença à tirer au canon sur la hauteur. Les obus explosaient à proximité. L'un toucha directement la tranchée du premier canon. L'équipe. 3 hommes périrent instantanément. Le pointeur Gratchev, le chargeur Petrov, le pourvoyeur de munitions Loukine. Stchoukine vit comment ils furiaient, fauchés. Un instant, ils étaient hypothèques vivants, travaillaient au canon. L'instant suivant, seulement un cratère et des lambeaux. Il ne ressentit rien, pas au combat. Les sentiments viendraient plus tard la nuit. Maintenant, seulement une rage froide. Au deuxième canon, sur le char, obus perforant, feu. 2 coups, le premier manqué, le second dans le flanc. Le char fuma. L'équipage sauta dehors. Le char s'immobilisa. Cessez le feu, tout le monde à couvert. 15 minutes plus tard arrivèrent les avions, maintenant 4. Ils bombardèrent intensément. Les cratères formèrent un tapis, mais encore à côté des canons. Après le raid, Stchoukine marchait sur la position, regardait le cratère où était le premier canon. Le canon peut être restauré, pas les hommes.
Le sergent-chef Belov s'approcha. « Camarade capitaine, déjà 3 morts. Ce n'est que le 2e jour. » « Je sais, Belov, si ça continue comme ça, à la fin de la semaine, il ne restera personne. Il ne restera personne. Et que faire ?» Schtchoukine ne répondit pas, alla simplement vers son abri. La nuit, il était assis au bord de la tranchée, fumait, regardait les étoiles. Dans sa sacoche se trouvaient 3 médaillons mortuaires. Gratchev, Petrov, Loukine. Gratchev avait 20 ans, de Voronej. Sa mère seule, son père mort pendant la guerre civile. Kolya rêvait de devenir instituteur après la guerre. Il racontait à Schtchoukine. « Je raconterai la guerre aux enfants, pour qu'ils sachent ce qu'elle nous a coûté. Maintenant, il ne racontera pas. » Petrov avait 35 ans, de Koursk, une femme, 3 enfants. Travaillait avant la guerre comme tractoriste. Il disait « Je reviendrai, j'achèterai mon tracteur, je labourerai les champs, j'en ai assez de porter des obus. » Il ne reviendra pas. Loukine avait 18 ans, appelé en mars, n'avait pas vraiment eu le temps de combattre, un gamin. Schtchoukine se souvenait comment Loukine était tombé sous le feu pour la première fois, tremblait de partout. Puis il s'était habitué, avait même commencé à plaisanter. Et maintenant terre et os. Schtchoukine jeta son mégot, serra les poings. « On ne peut pas continuer comme ça, pensa-t-il. On ne peut pas simplement rester assis et attendre qu'ils nous tuent tous. Il doit y avoir un moyen. Il doit. Mais lequel ? Le 5 juin, les Allemands changèrent de tactique. Maintenant, sur la route passaient de petits groupes de 3 véhicules, rapidement, avec intervalle. Schtchoukine comprit. Ils sont prudents, ont peur de tomber sous le feu, passent en petits groupes pour que les pertes soient moindres. La batterie tirait sur chaque groupe, détruisait 1 ou 2 véhicules, mais cela n'arrêtait pas les Allemands. Ils continuaient à passer. L'aviation bombardait chaque jour, 2 fois par jour, matin et soir. Le 6 juin périrent encore 2 hommes par un éclat d'obus. Le chargeur du 2e canon, Semenov, et l'agent de liaison Korotkov. Semenov avait 23 ans, Korotkov 19. Maintenant, sur 24 hommes, il en restait 19. En 4 jours, 5 morts. Belov calculait, si ça continuait comme ça, au 10 juin, il resterait 10 hommes aux 15 personnes. Schtchoukine se taisait. Il savait que Belov avait raison. Le soir du 6 juin, il était allongé dans l'abri, regardait la photo de sa femme et de sa fille. Anna souriait. Katia, petite, sérieuse. « Pardonne-moi, pensa-t-il. Il semble que je ne vous reverrai pas, ça n'a pas marché. » Il ferma les yeux et soudain vit, non pas avec les yeux, mais avec la tête. Une image claire, comme si quelqu'un l'avait dessinée devant lui. L'aviation allemande bombarde, les bombes tombent, mais tout à côté. Parce qu'ils visent le mauvais endroit, les canons ne sont pas visibles, pas du tout visibles, ils sont sous terre. Schtchoukine se redressa, son cœur battit plus vite, sous terre. Il se souvint de Tambov. Son enfance, son père racontait la guerre, la Première Guerre mondiale, les tranchées, les abris. Les Allemands étaient assis dans les tranchées, disait son père. Nous ne les avons pas délogés des tranchées, et eux non plus. Alors ils restaient assis face à face, se tiraient dessus, jusqu'à ce qu'on donne l'ordre d'avancer. Tranchées, fossés. Et si Schtchoukine bondit, sortit de l'abri. La nuit, l'obscurité, les étoiles. Quelque part au loin tonnait l'artillerie. Il s'approcha du premier canon, plus précisément du cratère où était auparavant le premier canon. Le canon avait été restauré, déterré. Maintenant il se tenait un peu à l'écart. Schtchoukine regarda le cratère. Profondeur 2 mètres, diamètre 4 mètres. Suffisant, pensa-t-il. Plus que suffisant. Il imagina, le canon dans la fosse profondément, de sorte qu'on ne voit que le tube, tout le reste sous terre. Au-dessus, un filet de camouflage avec de vraies terres, avec de l'herbe. L'avion vole, regarde en bas, voit un champ, de l'herbe, rien de plus. Et le canon est là, tire et se cache à nouveau. Fantôme, pensa Schtchoukine. Batterie fantôme. Ses mains tremblèrent, non pas de peur mais d'excitation. Ça peut marcher, ça doit marcher. Il retourna dans l'abri, s'assit, sortit une feuille de papier, commença à dessiner. Canon ZIS-3, hauteur du sol au bouclier environ 1 mètre. Si on enterre le canon jusqu'au bouclier, il ne restera que le tube. 40 cm au-dessus du sol, 40 cm. Dans l'herbe, on ne les verra pas. Mais comment enterrer ?
Creusez à la main une fosse de 2 mètres de profondeur, 5 de largeur, c'est 3 jours de travail, et il n'y a pas de temps. Chtchoukine réfléchit, puis sourit. Et pourquoi creuser? Nous avons des fosses toutes faites, des cratères. Les Allemands les ont fait eux-mêmes. Ils ont bombardé 4 jours. Il y a une vingtaine de cratères, sur la hauteur de différentes tailles. Certains juste pour un canon. Il suffit d'élargir, d'approfondir, d'y mettre le canon, de recouvrir de terre jusqu'au bouclier et c'est tout. Chtchoukine continue à dessiner. Filet de camouflage. Un ordinaire ne conviendra pas, il en faut un autre. Avec de la vraie terre, avec de la tourbe, pour qu'en haut ça ressemble à un morceau de champ. On peut le faire avec des matériaux de fortune, perches, fils de fer, filets, par-dessus de la tourbe. Découper de grands morceaux de terre avec de l'herbe, les disposer sur le filet. On obtiendra un masque naturel. L'avion regardera, verra simplement de la terre. Chtchoukine dessina jusqu'à l'aube. Quand les premiers rayons du soleil pénétrèrent dans l'abri, le plan était prêt. Il sortit. L'aube, le ciel rouge, le brouillard sur le champ. Le sergent-chef Belov était déjà réveillé, vérifiait le canon. Belov, bon, camarade capitaine, rassemble tout le monde maintenant. Tout le monde, camarade capitaine, donc tout le monde, vite. 5 minutes plus tard, la batterie était rassemblée, 19 hommes. Épuisés, sales, fatigués, Chtchoukine les regarda. Ces hommes, ces soldats. Camarades combattants, commença-t-il. En 4 jours, nous avons perdu 5 bons soldats, 2 bons hommes. Si rien ne change, nous les perdrons tous. Je ne veux pas de ça, et vous non plus. C'est pourquoi nous allons faire ce que les Allemands n'attendent pas. Il déroula le plan. Nous allons nous cacher, nous enterrer de sorte que personne ne nous verra ni de la terre ni du ciel, et nous tirerons comme des fantômes. Les soldats se taisaient, regardèrent le plan, ne comprenaient pas. Le lieutenant Soudakov demanda « Camarade capitaine, vous voulez enterrer le canon ?»« Oui. Mais comment allons-nous tirer ? Les tubes resteront en haut, tout le reste sous terre. »« Mais c'est de la folie. » Chtchoukine sourit. « Peut-être, mais nous n'avons pas le choix. Soit nous essayons, soit nous mourrons. » Belov se gratta la nuque. « Et si ça ne marche pas, alors nous mourrons. Mais au moins nous aurons essayé. » Des questions ? Il n'y avait pas de questions, seulement de la méfiance dans les regards. « On commence maintenant, » dit Chtchoukine. « Nous avons un jour, peut-être 2, le temps est compté. On travaille 24 heures sur 24, on se divise en équipes. Belov divise les hommes en 2 groupes. Le premier creuse, le second se repose. Puis il change. « Bien, camarade capitaine. Soudakov, tu es responsable des filets de camouflage. Il faut des perches, du fil de fer, de la tourbe, tout ce que tu trouveras. À vos ordres, camarade capitaine. Les autres, creusez. Élargissez les cratères, approfondissez. On fait la première fosse pour le premier canon. Quand on aura fini, on continue avec les autres. » Les hommes se dispersèrent, les pelles tintèrent. Chtchoukine se tenait au bord du cratère, regardait les soldats creuser la terre. « Ça marchera, pensait-il. Ça doit marcher parce que nous n'avons pas d'autre chance. » Le 7 juin, 8 heures du matin. Les pelles tintèrent contre la pierre. La terre ici s'avéra moins simple que ne le pensait Chtchoukine. En surface de l'argile sur un demi-mètre, ensuite du sable avec des pierres. Creuser était difficile. Le premier cratère était élargi et approfondi par 12 hommes. Ils travaillaient en 3 équipes de 4 hommes. Les autres préparaient les structures de camouflage. Chtchoukine se tenait à côté, surveillait le travail, parfois prenait une pelle, creusait lui-même, montrait comment faire. Le sergent-chef Belov sortit de la fosse, essuya la sueur. « Camarade capitaine, la profondeur est déjà de 2 mètres. Continuez à creuser. » Chtchoukine descendit dans le cratère, inspecta. Diamètre 5 mètres, profondeur un peu plus de 2 mètres. Le fond inégal, mais ce n'était pas grave. La profondeur suffit, dit-il. Maintenant, nivelez le fond. Le canon doit être stable. Bien, camarade capitaine. Chtchoukine sortit, appela le lieutenant Soudakov. Comment ça va avec les perches ? J'en ai trouvé, camarade capitaine. On en a ramassé 20 dans la forêt, de 3 mètres de long. Montre. Soudakov le conduisit à la lisière de la forêt. Là gisaient des perches, de fins troncs de pin, débarrassés de leurs branches. Chtchoukine regarda, hocha la tête. « Ça ira. Du fil de fer, tu en as ?
Oui, camarade capitaine, 50 mètres. Pas assez. Il en faut plus. Où en trouver encore? Soudakov réfléchit. On peut dérouler du câble téléphonique. Il y en a qui traînent sur la route chez les Allemands. Vaille, prends 2 hommes. Seulement soyez prudents, ne vous faites pas repérer. Bien, camarade capitaine. Soudakov partit. Chtchoukine retourna au cratère. Belov sortit à nouveau. Camarade capitaine, le fond est nivelé. Et maintenant? Maintenant, on traîne le canon. Le premier canon se tenait à 30 mètres. Zis 3, 1 tonne. Traîner à la main était difficile, mais possible. 8 hommes saisirent les flèches, les roues, le bouclier, tirèrent. Le canon bougea lentement, en grinçant, mais bougea. 10 mètres, 20, 30. Ils le roulèrent jusqu'au bord du cratère. « Stop !» commanda Chtchoukine. « Maintenant on descend. » C'était plus difficile. Il fallait descendre le canon dans une fosse de 2 mètres de profondeur. Avec précaution, pour ne pas l'endommager. Belov commandait. « On tient, ne lâchez pas. À mon commandement, on descend. 1, 2, 3. » Le canon descendit, d'abord lentement, puis plus vite. Les rougaras glissèrent dans la fosse. Les flèches heurtèrent le fond. Le canon pencha. On tient, on redresse. Les soldats sautèrent dans la fosse, redressèrent le canon, le mirent de niveau. Chtchoukine descendit, inspecta. Le canon se tenait au fond du cratère. Le bouclier était au niveau du sol, un peu plus haut. Le tube dépassait vers le haut de 40 cm. Parfait. Belov, recouvrez le bouclier de terre jusqu'à la moitié. Ne laissez que ce qui est nécessaire pour le travail. Bien, camarade capitaine. Les soldats commencèrent à recouvrir. La terre tombait sur le bouclier du canon. Progressivement, tout disparut. Il ne resta que le tube et la partie supérieure du bouclier. Chtchoukine sortit de la fosse, s'éloigna de 20 mètres, regarda. De côté, on voyait une fosse d'où dépassait le tube d'un canon. Pour l'instant, ça ne ressemblait pas beaucoup à de l'herbe, mais ce n'était qu'un début. « Soudakov, où sont les perches ?»« Ici, camarade capitaine. »« Apporte-les ici, on va faire l'armature. » Soudakov, avec 2 soldats, apporta les perches. Chtchoukine montrait comment les disposer. Les perches furent imposées en travers de la fosse, en croix. On obtint une grille au-dessus du canon, hauteur 50 cm au-dessus du tube, attachée avec le fil de fer solidement pour que ça tienne. Les soldats attachaient la dose les perches avec du fil de fer. La construction s'avérait solide. Puis ils tendirent le filet de camouflage par-dessus les perches. Le filet s'affaissait, mais tenait. « Maintenant la tourbe, » dit Chtchoukine. Découpez des morceaux de terre avec de l'herbe grands, de la taille d'une pelle, disposez-les sur le filet. C'était long. Découper de la tourbe était un travail minutieux. Avec la pelle, on coupe par en dessous, on détache un morceau de terre avec les racines, on le porte, on le dispose sur le filet. Un morceau, un deuxième, un dixième, un vingtième. À midi, tout le filet au-dessus du canon était couvert de tourbe. De la terre, de l'herbe, par endroits des fleurs, des boutons d'or jaune. Chtchoukine s'éloigna de 100 mètres, regarda. De côté, simplement un morceau de champ, une petite irrégularité. L'herbe un peu plus haute, tout, le canon n'était pas visible. Il revint, descendit dans la fosse, regarda vers le haut. À travers la tourbe pénétrait la lumière. On pouvait travailler, étroit mais possible. Équipe du premier canon, prenez vos places. 4 hommes descendirent dans la fosse. Le pointeur s'assit au panoramique. Le chargeur se plaça au culot. Les pourvoyeurs prirent leur position. Visez la route. Le pointeur tourna les volants. Le tube bougea, se dirigea vers la route. Prêt. Simulation de tir. Préparez-vous. Feu. Le pointeur fit un mouvement comme s'il tirait la cordelette. Le canon se figea. Chtchoukine regardait. Tout fonctionne. L'équipe tient. Le canon se pointe. On peut tirer. Il sortit de la fosse. Belov se tenait à côté. « Camarade capitaine, on dirait que ça marche. » On dirait. Chtchoukine tira sur sa cigarette roulée. Mais ce n'est qu'un seul canon. Il faut en faire encore 3 comme ça. Belov regarda le soleil. Midi. D'ici ce soir, on en fera encore un, peut-être 2. On les fera tous les 4. On travaille 24 heures sur 24. Camarade capitaine, les hommes sont fatigués. Tout le monde est fatigué. Les Allemands aussi sont fatigués. Mais ils ne s'arrêtent pas. Et nous ne nous arrêterons pas. Belov hocha la tête, partit.
Shchukin resta debout, regardait le premier canon camouflé. Un de fait, pensait-il. Encore 3. Au soir du 7 juin, 2 canons étaient à près. Le deuxième fut enterré plus vite, l'habileté était venue. Le cratère fut élargi en 5 heures, le canon installé en 1 heure, le camouflage encore 2 heures, 8 heures par canon. Donc, au matin du 8 juin, les 4 seraient prêts. La nuit, ils travaillèrent à la lumière d'un feu. Le feu était allumé dans une dépression pour qu'on ne le voie pas de la route. Les soldats travaillaient en silence. Seulement les pelles tintaient et les hommes respiraient lourdement. Shchukin ne dormait pas, marchait entre les fosses, vérifiait, conseillait, aidait. À 3 heures du matin s'approcha le lieutenant Soudakov. « Camarade capitaine, le 3e canon est prêt. J'ai vérifié, l'équipe a pris place. Le pointage fonctionne, le camouflage m'en a disposé la tourbe. » À 6 heures du matin le 8 juin, le dernier canon était prêt. La batterie de Shchukin s'était transformée en fantôme. 4 fosses, 4 canons, enterrés jusqu'au bouclier, 4 tubes dépassant du sol de 40 cm. Par-dessus de la tourbe, de l'herbe, de la terre. À une distance de 100 mètres, simplement un champ. Shchukin parcourut la position, inspecta chaque canon, vérifia le camouflage, puis s'éloigna de 300 mètres, regarda aux jumelles. Rien, simplement une hauteur. De l'herbe, des cratères de bombardement, mais il y en avait beaucoup. Ils étaient dit partout et les canons n'étaient pas visibles. Il revint, rassembla tout le monde. 19 hommes, sales, fatigués, les yeux rouges, n'avaient pas dormi depuis 2 jours. « Camarades combattants, dit Shchukin, le travail est terminé, vous avez bien travaillé. Maintenant reposez-vous, 3 heures de repos, puis service de combat. » Les soldats se dispersèrent en silence, tombèrent dans les abris, s'endormirent sans se déshabiller. Shchukin aussi se coucha, mais ne dormit pas. Je pensais qu'aujourd'hui nous allions vérifier. Les Allemands arriveraient, nous ouvririons le feu. Ensuite l'aviation arriverait et bombarderait. C'est alors que nous saurions si cela fonctionne ou non. 8 heures du matin, 8 juin, une colonne allemande avançait sur la route. 6 camions. Shchukin se tenait près du premier canon, regardait avec des jumelles. Alerte numéro 1, équipe à vos postes. Les soldats sautaient en tarir Mansadanain, d'étaient dans les fosses, prirent des appositions près des canons. Shchukin descendit dans la fosse du premier canon. C'était 3. 4 hommes dans une fosse de 2 mètres de profondeur, mais il y avait assez de place. Le pointeur, sergent-chef Fiodorov, regardait dans le panoramique. « Je vois la cible, camarade capitaine. Distance 530 mètres. Vise le véhicule de tête. Bien. » Shchukin jeta un coup d'œil hors de la fosse. La colonne rampait lentement sur la route. Premier et deuxième canon, feu. 2 détonations. La terre trembla. Shchukin fut enveloppé de fumée de poudre. Des explosions sur la route. Le camion de tête s'enflamma. Le deuxième s'arrêta. 3e canon sur le 2e véhicule. Feu, encore un tir, le 2e véhicule prit feu. Cessez le feu, tout le monde à couvert. Shchukin ne sortit pas de la fosse, il s'accroupit, simplement. Les soldats s'assirent au fond. Au-dessus de leur tête, une couche de terre avec du gazon d'1 mètre d'épaisseur. Sur la route, c'était le chaos. Les Allemands sautèrent des véhicules. Quelqu'un tirait en direction de l'élévation. Inutile, 1 minute plus tard, la colonne fit demi-tour. Les véhicules intacts repartirent. Shchukin jeta un coup d'œil. « Voilà, ils sont partis. Préparez-vous, ils vont arriver maintenant. » Et effectivement, 20 minutes plus tard, des points apparurent dans le ciel. 3 avions, des Junkers. Shchukin ordonna. « Tout le monde dans les fosses. Personne ne sort la tête. » Il s'assit au fond de la première fosse. À côté, l'équipe, 4 hommes. Et 3. Mais il y avait assez de place pour tous. Au-dessus de la tête, des perches, un filet, du gazon, 1 mètre de terre. Cela serait-il une protection? Ils allaient le savoir maintenant. La sirène hurla. Le premier Junker piqua, un sifflement croissant. Shchukin ferma les yeux. Explosion. La terre frappa par en dessous. Shchukin fut projeté en l'air. Il retomba. Ses oreilles bourdonnaient. 2e explosion, plus proche. Des mottes d'argile tombèrent des hauts à travers le gazon. 3e, 4e, 5e. La fosse tremblait de toutes parts. La terre tombait. Un soldat cria, mais son cri fut étouffé par l'explosion suivante. Shchukin était allongé au fond, les mains sur la tête, comptant les secondes.
10, 20, 30. Silence. Il ouvrit les yeux. Obscurité, poussière, odeur de poudre et de terre. « Vivant » demanda-t-il d'une voix rauque. « Vivant, camarade capitaine » répondit Fiodorov. Chtchoukine se leva, la tête lui tournait, sortit de la fosse, regarda autour de lui. L'élévation était criblée de trous, de nouveaux cratères. Beaucoup de nouveaux cratères. Un à 5 mètres du premier canon, un autre à 10 du deuxième. Mais les canons étaient intacts. Le camouflage était un peu abîmé. Par endroits, le gazon s'était effondré, mais dans l'ensemble, il tenait. Belov, vérification de l'effectif. Le sergent-major sortit de la 3e fosse. « Bien, camarade capitaine. » 1 minute plus tard, il fit son rapport. « Tous vivants, camarade capitaine. Un légèrement commotionné, les autres sont indemnes. » Chtchoukine expira. « Vivants, tous vivants. Le camouflage fonctionne. » Il regarda le ciel. Les avions s'éloignaient. Ils avaient largué leurs bombes. Ils partaient. Et la batterie était vivante. Le sergent-major Belov s'approcha, souriant jusqu'aux oreilles. « Camarade capitaine, ça a marché. Il ne nous voit pas. » Chtchoukine hocha la tête, mais ne souriait pas. « Pour l'instant, il ne nous voit pas, mais ils vont chercher. Aujourd'hui, nous avons tiré. Ils savent que nous sommes ici, quelque part ici. Ils vont ratisser chaque mètre. Et que faire ? Faire ce que nous avons fait. Tirer, se cacher, attendre. » Le 8 juin se passa calmement. Les Allemands ne passèrent de plus sur la route. Apparemment, ils étaient des prudents. Chtchoukine ordonna de réparer le camouflage. Les soldats découpèrent du nouveau gazon, remplacèrent les sections endommagées. Le soir, la position ressemblait à nouveau à un champ intact. Le 9 juin, un transport de troupes blindé allemand passa sur la route. Un seul. Reconnaissance. Chtchoukine décida de ne pas tirer. Qu'il passe, inutile de se dévoiler pour un seul véhicule. Le transport de troupes blindées passa, lentement. Les Allemands cherchaient quelque chose du regard. Chtchoukine était allongé dans la fosse du premier canon, regardait à travers une fente dans le gazon, voyait un soldat allemand regarder avec des jumelles directement vers l'élévation. « Regarde » pensait Chtchoukine, « regarde attentivement, tu ne verras rien. » Le transport de troupes landa blindé partit. Le soir, Chtchoukine était assis dans l'abri, écrivant une nouvelle lettre à Anna. 127. Anouchka, j'ai trouvé un moyen de nous cacher. Nous sommes maintenant comme des taupes. Nous vivons sous terre. Les Allemands nous cherchent, mais ne nous trouvent pas. C'est drôle, nous tirons chaque jour. Ils savent que nous sommes ici, mais ne peuvent pas nous trouver. C'est comme dans le jeu d'enfant cache-cache. Sauf que l'enjeu n'est pas un bonbon, mais la vie. Il plia la lettre, la rangea dans sa sacoche. Le 10 juin, les Allemands essayèrent une nouvelle tactique. De l'infanterie avançait sur la route, une quarantaine d'hommes, sans véhicule. Chtchoukine regardait avec des jumelles. Les Allemands avançaient en formation déployée, inspectaient le terrain, cherchaient. « On tire » demanda Belov. « Non, laissons-les passer. » L'infanterie allemande passa à 300 mètres de l'élévation. Ils ne montèrent pas, ne vérifièrent pas. Chtchoukine expira, on l'a échappé belle. Mais le soir, il devint clair que les Allemands n'abandonnaient pas. 3 avions apparurent dans le ciel. Des avions de reconnaissance volaient bas, en cercle, photographiaient le terrain. Chtchoukine regardait depuis la fosse. Un avion passa directement au-dessus de la position, à 300 mètres d'altitude. « Prends des photos », pensait-il. « Prends des photos. Sur les photographies, il y aura un champ, de l'herbe, des cratères. Tu ne verras pas les canons. » Les avions partirent. Le 11 juin commença l'opération Bagration. Le matin, l'artillerie grondait sur tout le front. Les troupes soviétiques passèrent à l'offensive. Chtchoukine reçut l'ordre d'intensifier le tir, de bloquer complètement la route. Ne pas laisser passer les renforts allemands vers Vitebsk. Dans la journée, une grande colonne passa sur la route. 12 véhicules, 3 chars. « C'est notre chance, dit Chtchoukine. On frappe avec tous les canons. On détruit complètement la colonne. La batterie ouvrit le feu. Les 4 canons tiraient simultanément. Grondements, fumée, la terre tremblait. Sur la route, c'était l'enfer. Le premier camion prit feu, le deuxième explosa. Un char s'arrêta, tourna sa tourelle, commença à tirer sur l'élévation. Les obus explosaient à proximité. Un tomba à 10 mètres du deuxième canon. Chtchoukine fut couvert de terre, continuait le tir sur le char, perforant.
2 obus partirent vers le char. Le premier manqua, le deuxième toucha, le char fuma. Encore un troisième obus, le char s'enflamma. Cessez le feu, à couvert. Les équipes s'accroupirent dans les fosses. Au-dessus de leur tête, le camouflage. Sur la route brûlaient 8 véhicules et 2 chars. Le troisième char était parti. Les camions intacts firent également demi-tour, partirent. Chtchoukine jeta un coup d'œil, compta 8 véhicules, 2 chars. Bon résultat. Belov, perte? Pas de perte, camarade capitaine. Munitions, nous avons utilisé 30 obus, il en reste 180. Suffisant. Repos. Une demi-heure plus tard, l'aviation arriva. 6 avions bombardèrent intensément, couvrirent toute l'élévation, mais la batterie était dans les fosses, attendit. Pas un seul mort. Après le raid, Chtchoukine sortit, regarda autour de lui. L'élévation ressemblait maintenant à un paysage lunaire. Des cratères sur des cratères, la terre labourée, mais les canons intacts. Belov s'approcha. « Camarade capitaine, ils bombardent depuis 3 jours, et tout rate. Vous pensez qu'ils comprendront quand ?» Chtchoukine sourit. « Jamais. Ils cherchent ce qui est visible. Et nous ne sommes pas visibles. » Le 12 juin, les Allemands tentèrent de percer sur la route par la force. Une grande colonne, 25 véhicules, 5 chars, de l'infanterie sur des transports de troupes blindés. Chtchoukine les attendait, les laissait approcher à 400 mètres, frapper avec tous les canons. D'abord sur les chars, ensuite sur les véhicules. La colonne rampait sur la route. Lentement, prudemment. 450 mètres. 420. 400. Feu. Grondement. 4 canons frappèrent en même temps. 8 obus dans les 3 premières secondes. Le char de tête prit feu. Le deuxième s'arrêta. Le troisième tenta de faire demi-tour, reçut un obus sur le flanc. Les véhicules s'arrêtèrent. Les Allemands sautaient, couraient. Quelqu'un tirait en retour. La batterie continuait à frapper méthodiquement. Calmement, obus après obus. 5 minutes de combat, 70 obus. Résultat, 5 chars détruits, 14 véhicules en feu. Les autres étaient au parti. Cessez le feu, à couvert. Chtchoukine descendit dans la fosse, s'assit au fond. L'équipe était assise à côté. Fiodorov souriait. « Camarade capitaine, nous les avons écrasés. » « Écrasés » acquiesça Chtchoukine. « Mais ce n'est pas encore la fin. Maintenant, ils vont arriver. Ils vont frapper avec une force doublée. » Et effectivement, 15 minutes plus tard, 8 avions. Ils bombardèrent pendant 20 minutes. Chtchoukine était assis dans la fosse, comptait les explosions, 41, 42, 43. La terre tombait d'en haut. À un moment, il sembla que la fosse allait s'effondrer, mais elle tint. Quand les avions partirent, Chtchoukine sortit. L'élévation était méconnaissable. Les cratères se fondèrent en un paysage continu de destruction. La terre déformée, fumante, mais les 4 canons étaient en place. Le camouflage partiellement détruit, mais le canon intact. Belov fit son rapport. Un légèrement blessé, camarade capitaine, éclat d'obus à l'épaule. Les autres sont indemnes. Chtchoukine hocha la tête. Réparez le camouflage. Dans 1 heure, nous reprendrons le tir. Le 13 juin, il devint clair que les Allemands perdèrent le contrôle de la route. Les colonnes se succédaient, tentaient de percer, transporter munitions, vivres, renforts. La batterie de Chtchoukine bloquait la route, chaque colonne était bombardée, les véhicules détruits, le chaos semé. Dans la journée, la batterie détruisit 10 véhicules, 3 chars, environ une centaine de soldats ennemis. Ils utilisèrent 90 obus, il en restait 90. Le soir, Chtchoukine était assis dans l'abri, calculait 3 jours de travail avec la nouvelle tactique, perte, un légèrement blessé. Résultat, 34 véhicules, 8 chars, environ 200 soldats ennemis, et les Allemands n'avaient toujours pas trouvé la position. Le sergent-major Belov entra. « Camarade capitaine, puis-je faire un rapport ?»« Fais ton rapport. » Les soldats demandent. « Quand nous serons relevés ?» L'ordre était de tenir 1 semaine. La semaine se termine le 15 juin. Et si on ne nous relève pas, nous tiendrons plus longtemps. Belov resta silencieux puis dit « Camarade capitaine, je voulais dire que ce que vous avez inventé, c'est génial. Nous n'avons perdu personne en 3 jours, alors que nous aurions pu tous mourir. » Chtchoukine le regarda. « Je ne suis pas un génie, Belov.
Je ne voulais simplement pas mourir et je ne voulais pas que mes hommes meurent, c'est tout. Quand même. Merci, camarade capitaine. Belov sortit. Chtchoukine sortit une photographie. Anna, Katia, il regarda longuement. Peut-être que je vous reverrai, pensait-il. Peut-être que je survivrai. Le 14 juin, les Allemands firent une dernière tentative. Ils envoyèrent de l'artillerie. 3 canons se mirent en position à 1 km de l'élévation, commencèrent à bombarder méthodiquement. Chtchoukine comprit. C'est la fin. Canon contre canon, batterie contre batterie. Les Allemands vont tirer jusqu'à ce qu'ils nous touchent. Il appela Belov. Belov, tu vois la batterie allemande ? Je la vois, camarade capitaine. 1 kilomètre, peut-être un peu plus. Nous pouvons l'atteindre. Le ZIS tire à 8 km. Mais au-delà d'1 kilomètre, nous n'avons pas essayé. Essayons. Premier canon, visez la batterie allemande. Distance 1100 mètres. Charge maximale. Fiodorov regarda Chtchoukine. Camarade capitaine, c'est très loin. La précision sera mauvaise. Je me fiche de la précision. L'important est de toucher le carré. Tire. Fiodorov visa. Tira. L'obus partit. Explosion au loin. Raté. De 50 mètres. Plus loin, corrige encore. Deuxième tir plus proche. Troisième. Quatrième. Le 5e tir toucha. Explosion directement près du canon allemand. Touché, cria Fiodorov. Tous les canons sur la batterie allemande. Feu. 4 canons frappèrent. Les obus pleuvèrent sur la position allemande. Les Allemands tentèrent de riposter. Ils tirèrent 1 fois, 2 fois, mais ensuite se turent. 10 minutes plus tard, la batterie allemande était silencieuse. 2 canons brûlaient, le 3e partait, tracté par un véhicule. Chtchoukine expira. Cessez le feu. Belov s'approcha. Regardez les canons allemands en feu. Camarade capitaine, nous les avons battus. Artillerie contre artillerie. Battus, acquiesça Chtchoukine. Mais ce n'est pas la fin, ils en enverront d'autres. Il n'y eut pas de nouvelles batteries allemandes. Apparemment, ils décidèrent de ne pas prendre de risques. Le 15 juin à midi, un officier de liaison arriva à la position. Capitaine Chtchoukine. Oui, ordre du commandant du régiment. La batterie est retirée de la position. Mission accomplie. Les unités qui avancent sont déjà à 5 km d'ici. Chtchoukine ne comprit pas tout de suite. Retirez. Oui, camarade capitaine, préparez-vous. Repliez-vous vers les nôtres. L'officier de liaison partit. Chtchoukine resta debout, regardant les 4 fosses. 4 canons, enterrés dans le sol. 1 semaine était passée. Ils avaient survécu. Tous avaient survécu. Le sergent-major Belov s'approcha. « Camarade capitaine, peut-on se réjouir ?» Chtchoukine sourit. Pour la première fois depuis 1 semaine. « On peut, Belov, on peut. » Les soldats commencèrent à déterrer les canons, à les sortir des fosses, à les préparer pour l'évacuation. Chtchoukine regardait comment ils travaillaient. Ces 19 hommes, vivants, tous vivants. Il pensa au premier jour, aux 5 morts. Gratchov, Petrov, Loukine, Semyonov, Korotkov. S'il avait inventé cette tactique plus tôt, peut-être serait-il vivant. Mais on ne peut pas revenir en arrière. L'important était que les autres avaient survécu. Le 16 juin 1944, la batterie quitta la position. 4 canons ZS-3 déterrés et chargés sur des tracteurs, 19 hommes, fatigués mais vivants. Chtchoukine fut le dernier à regarder l'élévation. Elle était criblée de cratères. La terre labourée, mais quelque part là-bas, sous la couche de gazon et de terre, restaient 4 fosses, témoins de la façon dont le capitaine et ses hommes avaient tenu la défense pendant 1 semaine contre l'aviation et l'artillerie et avaient survécu. La colonne se dirigea vers l'est à la rencontre des troupes soviétiques qui avançaient. 5 kilomètres plus loin, ils furent accueillis par un détachement d'avant-garde, des chars, de l'infanterie surblindée. Le commandant du détachement, un commandant au visage buriné, demanda « Vous venez de cette position, de l'élévation ?» « Oui, répondit Chtchoukine. Et où les Allemands vous ont-ils trouvés ?» Chtchoukine sourit. « Ils ne nous ont pas trouvés. »« Comment ça, pas trouvés ? Vous avez tiré pendant 1 semaine. »« Nous avons tiré, mais ils ne nous ont pas trouvés. Nous étions sous terre. » Le commandant ne comprit pas, regarda la batterie, les soldats épuisés haussa les épaules. « Bon, passez. » Bravo d'avoir tenu. La colonne continua. Le 17 juin, la batterie arriva au point de rassemblement du régiment.
D'autres batteries s'y trouvaient déjà, se préparant pour la prochaine étape de l'offensive. Le colonel Makarov, commandant du régiment, convoqua Chtchoukine. « Capitaine, faites votre rapport sur l'accomplissement de la mission. » Chtchoukine se mit au garde à vous. « Camarade colonel, la batterie a accompli sa mission. La position a été tenue du 1er au 15 juin. Détruit 34 véhicules ennemis, 8 chars, 3 canons d'artillerie. Pertes en personnel, un légèrement blessé. » Makarov leva la tête. « Un blessé en 2 semaines. » « Exactement, camarade colonel. Dans les 4 premiers jours, 5 sont morts. Dans les 10 jours suivants, un blessé. Comment est-ce possible ? Le renseignement rapportait que les Allemands bombardaient votre position chaque jour. Ils ont bombardé, camarade colonel, mais n'ont pas touché. Pourquoi ? Chtchoukine raconta en détail les canons enterrés, le camouflage avec du gazon, comment l'aviation allemande avait bombardé pendant 3 jours mais n'avait pas pu trouver la batterie. Makarov écoutait sans interrompre. Quand Chtchoukine termina, le colonel se renversa sur le dossier de sa chaise. « Capitaine, vous comprenez que c'est génial ? Non, camarade colonel, c'est simplement une mesure forcée. Une mesure forcée géniale. Je vais faire un rapport au commandant de division, cette expérience doit être diffusée. » « Bien, camarade colonel. » Chtchoukine sortit du quartier général. Belov attendait dehors. Qu'a dit le colonel ? Il a dit qu'il ferait un rapport en haut, qu'ils allaient l'implémenter. Cela signifie que d'autres batteries feront de même. Peut-être. Belov sourit. Ce serait bien, moins de nos gars mourront. Chtchoukine hocha la tête, sortit une cigarette roulée, l'alluma, regarda vers l'ouest. Là-bas, derrière les forêts, les combats continuaient. Ils libéraient Vitebsk, chassèrent les Allemands plus loin vers l'ouest. Et ici, à l'arrière, la batterie se reposait, réparait les canons, se préparait pour de nouveaux combats. Chtchoukine pensait que la guerre n'était pas encore finie. Il y avait un long chemin jusqu'à Berlin. Peut-être qu'il parcourrait ce chemin, peut-être pas. Mais maintenant, en ce moment, il était vivant. Ces hommes étaient vivants, et c'était l'essentiel. Le 18 juin, une commission arriva au cantonnement du régiment. 3 officiers, un colonel du quartier général de l'armée, un commandant artilleur, un capitaine ingénieur. Le colonel Makarov présenta. « Camarades officiers, voici le capitaine Chtchoukine, commandant de la batterie dont j'ai fait rapport. » Le colonel du quartier général de l'armée était grand, mince, avec des yeux intelligents. Nom de famille, Kornilov. Capitaine Chtchoukine, nous sommes venus comprendre votre méthode. Le commandement est intéressé, il faut comprendre si on peut l'appliquer massivement. Bien, camarade colonel. Racontez en détail depuis le début, comment l'idée est venue. Chtchoukine raconta tout. Les premiers jours en position, les pertes, le désespoir, la nuit où il avait vu la solution. Le colonel Kornilov écoutait, hochait parfois la tête. Le commandant artilleur prenait des notes dans un carnet. Quand Chtchoukine termina, Kornilov demanda « Quels sont les principaux avantages de la méthode ?» Chtchoukine réfléchit. Premièrement, l'invisibilité depuis les airs. L'aviation allemande ne peut pas détecter la position. Elle bombarde à l'aveugle. C'est compris. Ensuite, deuxièmement, la protection contre les éclats. L'équipe d'artillerie se trouve dans une fosse. Même si une bombe tombe à proximité, les éclats volatiles plus haut n'atteignent pas les hommes. Le major artilleur demanda « Et les inconvénients ? Y a-t-il des défauts à cette méthode ?» Chtchoukine acquiesça. Le principal inconvénient, c'est le temps. Il faut au minimum 8 heures pour une pièce d'artillerie. Creuser la fosse, installer la pièce, la camoufler. C'est beaucoup, beaucoup. Mais si la position est durable pour 1 semaine ou plus, alors cela en vaut la peine. Pour 8 heures de travail, on obtient 7 jours de sécurité. Le capitaine ingénieur, un jeune homme d'environ 25 ans, demanda « Et si le sol est dur, rocheux, on ne peut pas creuser en 8 heures ?» « C'est exact », approuvait Chtchoukine. « La méthode fonctionne là où le sol est meuble, terre, argile, sable. Sur les rochers, ce n'est pas possible. » Le colonel Kornilov acquiesça. « Bien, maintenant la pratique. Montrez-nous à quoi cela ressemble. » Chtchoukine conduisit la commission vers l'une des pièces. Elle se trouvait sur une plateforme ouverte, pas encore préparée pour le prochain combat. Voici un ZIS-3, canon divisionnaire standard. La hauteur du sol au sommet du bouclier est d'1,10 m. Si l'on enterre la pièce de sorte que le bouclier soit au niveau du sol, au-dessus de la surface ne restera que le canon, environ 40 cm.
Le capitaine ingénieur s'accroupit, regarda la pièce de bas en haut, et vous recouvrez le dessus de mottes de gazon. Oui, des perches en travers de la fosse. Sur elle, un filet de camouflage. Sur le filet, des morceaux de terre, avec de l'herbe. On obtient un paysage naturel. Et l'équipe, où se place-t-elle? Dans la fosse. Le diamètre de la fosse est de 4 à 5 mètres, la profondeur de 2 mètres. Il y a assez de place pour 4 personnes. C'est étroit, mais on peut travailler. Le major artilleur notait tout dans un carnet, dessinait des schémas. Le colonel Kornilov fit le tour de la pièce, resta silencieux. Puis, « Capitaine, pourquoi personne n'y a-t-il pensé plus tôt ?» Chtchoukine haussa les épaules. « Je ne sais pas, camarade colonel. Peut-être n'y avait-il pas besoin. Peut-être n'y avait-il pas le temps d'y réfléchir. Et vous, aviez-vous le temps ? Je n'avais pas le temps, mais je n'avais pas le choix non plus. Soit inventer quelque chose, soit mourir. » Kornilov sourit. Bonne motivation pour la créativité. Il se tourna vers les autres officiers. Camarades, je pense que la méthode doit être mise en œuvre, au moins dans les secteurs où l'artillerie se trouve sous menace constante de l'aviation. Cela permettra une réduction colossale des pertes. Le major artilleur acquiesça. D'accord, camarade colonel. Il faut rédiger une instruction, l'envoyer aux unités. Nous la rédigerons. Capitaine Chtchoukine, vous nous aiderez ? Chtchoukine se redressa. Je sers l'Union soviétique, camarade colonel. Pendant 3 jours, ils travaillèrent sur l'instruction. Chtchoukine dictait, le capitaine ingénieur écrivait, le major artilleur dessinait des schémas. Il en résulta un document de 10 pages. Titre : Instruction pour l'aménagement de positions d'artillerie camouflées pour contrer la reconnaissance aérienne et les bombardements ennemis. L'instruction contenait tout, exigences concernant le sol, dimension des fosses pour différents types de pièces, schéma des structures de camouflage, temps nécessaire pour aménager la position, recommandations pour le placement des pièces, mesures de sécurité. Le colonel Kornilov lut, approuva. Bon travail, camarade, je l'enverrai à l'état-major du front, qu'il la diffuse, l'envoie. Il regarda Chtchoukine. Capitaine, nous vous proposerons pour une décoration. Ordre de la guerre patriotique de première classe. Vous l'avez mérité. Chtchoukine voulut dire. Ce n'est pas nécessaire. Je faisais simplement mon travail. Mais il se tut. On ne discute pas avec les colonels. Le 23 juin, la batterie fut de nouveau engagée au combat. L'offensive se déroulait sur tout le front. Les Allemands reculaient, mais reculaient en combattant. Ils s'accrochaient à chaque village, à chaque hauteur. La batterie de Chtchoukine reçut pour mission de soutenir l'offensive d'un régiment de fusiliers, de neutraliser les points de feu allemands, de frapper les fortifications. Ils prirent position à la lisière d'une forêt. Il n'y avait pas de temps pour enterrer les pièces. Le combat se poursuivait sans interruption. Chtchoukine jurait entre ses dents. Position standard, ouverte, visible. Mais un ordre est un ordre. Ils tirèrent toute la journée, neutralisèrent 3 nids de mitrailleuses, détruisirent d'Assuj 2 casemates, aidèrent l'infanterie à prendre le village. Vers le soir arriva l'aviation allemande, 2 Henschel, avions d'assaut. Chtchoukine eut le temps de commander, à couvert, tous. Les avions passèrent Boujube au bas, mitraillèrent, bombardèrent. Une bombe tomba à 5 mètres de la 2e pièce. L'onde de choc renversa la pièce. 3 hommes furent déblessés par des éclats. Chtchoukine sortit de l'abri, se précipita vers les blessés. L'un, gravement, éclat dans le ventre. 2 autres, plus légèrement, bras, jambes. Les infirmiers emportèrent les blessés. Le sergent-chef Belov s'approcha. « Camarade capitaine, si nous avions été enterrés… »« Je sais, » interrompit Chtchoukine. « Je sais, Belov, mais il n'y avait pas le temps, il faut trouver le temps. Dis-le au commandement. » Belov se tut. Le 25 juin, le colonel Kornilov arriva à la position de la batterie. Capitaine Chtchoukine. Des nouvelles. L'instruction est approuvée, envoyée à toutes les unités d'artillerie du front, plus au front voisin également. Chtchoukine acquiesça. Compris, camarade colonel. Et aussi, votre ordre a été signé. Ordre de la guerre patriotique de première classe. Félicitations, je sers l'Union soviétique. Kornilov examina la position, vit la pièce renversée, les blessés qu'on chargeait dans un véhicule. Que s'est-il passé ? L'aviation, camarade colonel, ils nous ont frappés hier.
Pourquoi les pièces ne sont-elles pas enterrées? Il n'y avait pas le temps. Le combat se poursuivait sans interruption. Kornilov fronça les sourcils. Compris, capitaine. Je parlerai au commandant du régiment. Il faut donner aux batteries le temps d'aménager les positions. Sinon, l'instruction n'a pas de sens. Merci, camarade colonel. Kornilov partit et la batterie continua à combattre à l'ancienne, sur des positions ouvertes, parce qu'il n'y avait pas le temps de creuser. Juillet 44. Les troupes soviétiques libérèrent toute la Biélorussie. Les Allemands reculèrent en Pologne. La batterie de Chtchoukine parcourut 500 km de Vitebsk à Brest. Ils combattirent chaque jour, perdirent des hommes, reçurent des renforts, perdirent à nouveau. Des 19 hommes qui étaient sortis de cette position près de Vitebsk, il en restait 11. Les autres étaient blessés ou tués. Chtchoukine avait vieilli. Il avait 31 ans, mais en paraissait 40. Des cheveux gris aux tempes, des rides aux yeux. Les mains tremblaient, le matin. La commotion se faisait sentir, mais il combattait, commandait la batterie, faisait son travail. Début août, un major inconnu de l'état-major de l'armée arriva à la position. Capitaine Chtchoukine. Je suis le major Sokolov, section de préparation au combat. Je suis venu voir comment la nouvelle instruction est appliquée. Chtchoukine sourit. Elle n'est pas appliquée du tout, camarade major. Pas le temps. Comment, pas le temps? L'offensive avance, chaque jour une nouvelle position. On tire et en avant. Où trouver le temps de creuser des fosses pendant 8 heures? Le major fronça les sourcils, mais dans d'autres batteries, il l'applique. J'ai vu. Avant-hier, j'étais à la 108e batterie. Ils sont restés en position 4 jours, ont eu le temps de s'enterrer. Les Allemands les ont bombardés. Pas un seul mort. Chtchoukine acquiesça. Bien qu'ils aient eu le temps, nous n'avons pas de chance avec les positions. Compris. Le major sortit un carnet. Capitaine, dites-moi, selon vous, dans quelle situation la méthode est-elle la plus efficace? Chtchoukine réfléchit. Quand la position est durable, à partir de 3 jours et plus, quand il y a menace de l'aviation, quand le sol permet de creuser. Voilà 3 conditions. Et si la position est pour un jour, alors cela ne vaut pas la peine. On n'aura pas le temps de s'enterrer. Il faudra déjà partir. Le major nota, remercia, partit. Chtchoukine resta debout, regardait vers l'ouest. Là-bas, au-delà des forêts, se poursuivait la guerre, longue, difficile. La fin était encore loin. Septembre 44. Le régiment entra en Pologne. Les combats devinrent plus durs. Les Allemands résistaient, contre-attaquaient, s'accrochaient à chaque ligne. La batterie de Chtchoukine prit position sur une hauteur près de la ville de Damblin. Mission: tenir une semaine, couvrir le passage sur la Vistule. Chtchoukine examina le terrain. Hauteur, bonne vue, sol, terre noire, meubles. Il y a du temps. 2 jours avant le début des actions actives, il prit la décision. Nous creusons les 4 pièces, nous nous enterrons complètement. Les soldats dégrognèrent, personne n'aimait creuser. Mais un ordre est un ordre. Ils travaillèrent 24 heures, creusèrent 4 fosses, installèrent les pièces, camouflèrent avec du gazon. Vers le soir du 2e jour, la position était prête. Les 4 fantômes étaient au revenu. Chtchoukine inspecta le travail, acquiesça avec satisfaction, comme près de Vitebsk. Seulement plus vite, les soldats avaient repris le coup de main. Le 3 septembre, commencèrent à léguer les combats à Hitz pour le passage. Les Allemands tentaient de faire échouer l'offensive, bombardèrent les ponts, attaquaient les têtes de pont. Des colonnes de chars avançaient, l'une après l'autre. La batterie de Chtchoukine les accueillit par le feu. Ils tiraient depuis les positions enterrées, méthodiquement, calmement. Les Allemands ne pouvaient pas comprendre d'où on tirait. Ils voyaient les éclairs des tirs, mais ne voyaient pas les pièces. L'aviation arrivait chaque jour, bombardait la hauteur, mais les bombes tombaient à côté. Les pièces étaient invisibles. En une semaine, la batterie détruisit 12 chars, 23 véhicules automobiles, 4 pièces d'artillerie. Perte, 0. 0 mort, 0 blessé. Seulement la fatigue et les nerfs. Quand la batterie fut relevée, le sergent-chef Belov dit « Camarade capitaine, ça marche. Chaque fois, ça marche. Il faut toujours faire comme ça. » Chtchoukine acquiesça. Il faut, mais ce n'est pas toujours possible. Octobre, novembre, décembre. La guerre continuait. La batterie combattait. Chtchoukine commandait. Quand c'était possible, ils enterraient les pièces.
Quand il n'y avait pas le temps, il combattait à l'ancienne. Les statistiques étaient éloquentes. Sur les positions enterrées, 7 fois pendant l'automne, 3 blessés légers, 0 morts. Sur les positions ouvertes, 14 fois, 8 morts, 15 blessés. Chtchoukine tenait les comptes. Dans la sacoche où se trouvaient les lettres à Anna, il y avait maintenant une autre liste, la liste de ceux qui étaient morts. Et à côté, la mention « position ouverte » ou « position enterrée ». Les chiffres parlaient là d'eux-mêmes. Janvier 45, le colonel Makarov arriva à la position. Il commandait maintenant le régiment. Capitaine Chtchoukine. Félicitations, vous êtes promu au grade de major. Chtchoukine se redressa. Je sers l'Union soviétique, camarade colonel, et encore une nouvelle. Votre méthode a été incluse dans le manuel officiel d'artillerie. Maintenant, ce n'est plus simplement une instruction pour le front. C'est un document pour toute l'armée rouge. Chtchoukine resta silencieux, ne savait que dire. Makarov continua. Vous savez, major, j'ai calculé. Selon les données de l'état-major de l'armée, votre méthode a été utilisée par 63 batteries pendant 6 mois. Économie moyenne de perte, 60%. C'est-à-dire que sur chaque 10 artilleurs qui auraient dû mourir, 6 ont survécu. Ils se tuent. Puis, 63 batteries de 20 personnes par batterie. Cela fait 1260 personnes. 60% d'entre eux. 756 vies. Vous avez sauvé 756 personnes. Major, pas de vos propres mains, mais par votre intelligence. Chtchoukine restait silencieux, avalait la boule dans sa gorge. 756, c'était plus qu'il ne pensait, beaucoup plus. Makarov lui tapota l'épaule. Continuez à combattre, Major. La victoire n'était plus loin. Il partit. Chtchoukine s'assit sur une caisse d'obus, sortit une cigarette roulée, l'alluma, pensait aux chiffres. 756. Et ce n'était que pour 6 mois. Et combien y en aura-t-il encore jusqu'à la fin de la guerre? Peut-être 1000, peut-être plus. Il se souvint de ceux qu'il n'avait pas pu sauver, Gratchev, Petrov, Loukine, Semenov, Korotkov et tous les autres qui étaient morts sur les positions ouvertes. Pardonnez-moi, pensa-t-il, si j'y avais pensé plus tôt, mais on ne peut pas revenir en arrière. Ce qui compte, c'est que d'autres survivront. Le 9 mai 1945, le major Grigori Alexeyevitch Chtchoukine accueillit la victoire à Berlin. La batterie se trouvait à la périphérie de la ville. La guerre était finie. Les pièces se taisaient, les soldats criaient « Hurrah !» Ils s'embrassaient, pleuraient, tiraient en l'air. Chtchoukine se tenait à l'écart, regardait la ville détruite, pensait au chemin parcouru de Vitebsk à Berlin. 4 ans de guerre, 1460 jours. Il avait survécu. De ceux qui avaient commencé la guerre avec lui en 41, presque personne n'avait survécu. Mais lui avait survécu. Le sergent-chef Belov s'approcha, tendit une gourde. Major, à la victoire. Chtchoukine prit la gourde, but une gorgée. La vodka brûla la gorge. À la victoire, Belov. Ils restèrent silencieux. Puis Belov dit « Major, je voulais demander, vous vous souvenez de cette position près de Vitebsk, quand nous nous sommes enterrés pour la première fois? Je me souviens. Je pensais alors que nous allions tous mourir. Parole d'honneur. Je pensais, c'est tout, c'est la fin. Et vous avez inventé ce truc, et nous avons survécu. » Chtchoukine sourit. « Ce n'est pas moi seul qui ai survécu. Nous avons tous survécu ensemble. Mais l'idée était la vôtre, l'idée était la mienne, mais tous ont travaillé. » Belov acquiesça, resta silencieux. Puis, « Merci à vous, camarade major, de ne pas nous avoir laissé mourir. » Il salua, partit. Chtchoukine resta seul, sortit la sacoche, l'ouvrit. Les lettres à Anna, 173. Elles étaient à rester là toute la guerre. Non lues. Minsk fut libéré à l'été 44. Chtchoukine y écrivit 3 lettres. Il n'y eut pas de réponse. Puis il apprit qu'Anna était morte en 43 dans le ghetto. Les Allemands l'avaient fusillée, Katia aussi. Plus de femmes, plus de filles, plus de maisons. Il ne restait que la mémoire. Chtchoukine rangea les lettres, ferma la sacoche. « Pardonne-moi, pensa-t-il, je n'ai pas pu protéger. » Après la guerre, Chtchoukine retourna à Tambov. La ville était presque intacte. Le front était passé à côté. Le dépôt de locomotives fumait, comme dans l'enfance. Ça sentait le charbon. Chtchoukine trouva du travail à l'usine comme ingénieur. Travail paisible, dessin, calcul, aucun tir. En 48, il se remaria avec Maria Nikolaïevna, infirmière du dispensaire de l'usine.
En 49 naquit un fils, ils l'appelèrent Alexei. La vie suivait son cours. De la guerre, Chtchoukine ne parlait presque pas. Si on lui demandait, il répondait brièvement « J'ai combattu, j'ai commandé une batterie, je suis allé jusqu'à Berlin, c'est tout ». Des pièces enterrées, il ne parlait pas. Pourquoi ? C'était du travail de front ordinaire. Mais parfois, très rarement, arrivaient des lettres. La première arriva en 47 d'un lieutenant inconnu, Krasny. Il écrivait « Honoré camarade-major Chtchoukine, vous écrit le lieutenant Krasnov, commandant de batterie du 121e régiment d'artillerie. Je veux vous remercier. À l'hiver 44, on nous a remis une instruction pour l'aménagement de positions camouflées. Votre instruction, nous l'avons appliquée près de Königsberg. Nous sommes restés en position 2 semaines. Les Allemands bombardaient chaque jour. Pas un seul mort. Tous sont revenus vivants. Merci à vous. » Chtchoukine lut la lettre, la plia, la rangea dans le tiroir. Puis arriva une deuxième du capitaine Voronov, une troisième du sergent-chef Melnikov, une quatrième, une cinquième, une dixième. Les artilleurs écrivaient de toute l'Union, remerciaient, racontaient comment ils avaient appliqué la méthode, comment ils avaient survécu. Chtchoukine lisait les lettres, répondait rarement, n'aimait pas écrire, mais lisait tout jusqu'au dernier mot. En 1956 parut le livre L'artillerie dans la Grande Guerre patriotique, édition militaire. Chtchoukine l'acheta en librairie, le rapporta à la maison, le feuilleta le soir. À la page 112, il trouva « Un intérêt particulier présente l'expérience du camouflage des positions d'artillerie développée par le capitaine J.A. » Chtchoukine à l'été 1944. La méthode consistait à placer les pièces dans des excavations spécialement aménagées avec camouflage ultérieur par du sol naturel. L'application de cette méthode permit de réduire les pertes des unités d'artillerie dues à l'action de l'aviation ennemie de 58 à 62%. La méthode fut incluse dans le manuel officiel et largement appliquée jusqu'à la fin de la guerre. Chtchoukine lut, ferma le livre, le posa sur l'étagère. Maria demanda « C'est écrit sur toi, sur moi. Et que ressens-tu » Chtchoukine haussa les épaules. « Rien de particulier, je faisais simplement mon travail. » Mais la nuit, quand Maria dormait, il se leva, s'approcha de la fenêtre, regardait les étoiles, pensait à ceux qui n'avaient pas survécu, à Gratchev qui rêvait de devenir instituteur, à Petrov avec son tracteur, à Loukine qui commençait à peine à vivre, au 756, ou peut-être déjà des milliers ou plus, ceux qui avaient survécu grâce à l'idée qui était venue cette nuit dans l'abri. Pas en vain, pensa-t-il. Cela signifie que tout cela n'était pas en vain. En 64, une délégation militaire arriva à l'usine, un général-major d'artillerie et 2 colonels. Le directeur de l'usine appela Chtchoukine. « Grigori Alexeyevitch, vous avez des visiteurs. » Chtchoukine sortit. Le général-major tendit la main. « Major Chtchoukine, ou plutôt camarade Chtchoukine, vous êtes déjà en réserve. »« Oui, camarade général-major. » « Général-major Kuznetsov, directeur de l'Académie d'artillerie. Nous écrivons un manuel de tactique d'artillerie. Nous voudrions y inclure votre expérience, avec votre permission. » Chtchoukine acquiesça. « Bien sûr, camarade général-major. » Ils conversèrent 1 heure. Le général interrogeait en détail. L'un des colonels prenait des notes. Lorsqu'il partait, le général dit « Vous savez, camarade Chtchoukine, votre méthode est encore enseignée à l'Académie. On la montre aux cadets comme exemple de pensée non conventionnelle, comme exemple du fait qu'à la guerre, ce n'est pas seulement la force qui l'emporte, mais aussi la tête. » Chtchoukine resta silencieux, ne sachant que répondre. Le général lui serra la main. « Merci pour votre service, camarade Chtchoukine. » Ils partirent, et Chtchoukine retourna à ses plans, à son travail paisible, à sa vie ordinaire. Grigori Alexeyevitch Chtchoukine mourut en 1972 à Tambov dans son appartement, paisiblement, dans son sommeil. Son cœur s'arrêta, il avait 59 ans. Aux funérailles arrivèrent 11 personnes que la famille ne connaissait pas, des hommes âgés, d'anciens militaires, avec des décorations sur leurs vestes. Le fils de Chtchoukine, Alexei, demanda à l'un d'eux « Excusez-moi, qui êtes-vous? D'où connaissez-vous mon père ?» L'homme répondit « Je commandais une batterie en 44 près de Kovel. »
Nous étions en position, les Allemands bombardaient. Je me suis souvenu des instructions de votre père. Nous nous sommes enterrés. Nous avons tenu 2 semaines. Sur 30 personnes, pas un seul mort. Je dois la vie à votre père. Tous mes gars lui doivent la vie. » Il se tut, puis ajouta : « Nous ne le connaissions pas personnellement, mais quand nous avons appris qu'il était mort, nous avons décidé de venir, de lui rendre un dernier hommage. » Après les funérailles, l'un des venus remit au fils de Tchouktchine une vieille photographie. Sur la photographie, un char T-34. À côté se tiennent 4 artilleurs, jeunes et souriants. Sur le blindage du char est écrit à la craie : « Merci Tchouktchine, ce sont mes gars, dit le vieil homme. 45. Nous avons pris cette photo après le combat. Nous voulions l'envoyer à votre père, mais nous ne connaissions pas son adresse. Et puis la guerre s'est terminée. Tout le monde s'est dispersé. Voilà, gardez-la, que ce soit un souvenir. » Alexei prit la photographie, la regarda longuement. Le soir, quand tout le monde fut parti, il demanda à sa mère : « Maman, qu'est-ce que papa faisait à la guerre ? Il n'en a jamais parlé. » Maria prit une boîte sur l'étagère, l'ouvrit. Il y avait des lettres, beaucoup de lettres de personnes inconnues. « Lis, dit-elle. Tout est écrit là. » Alexei lut toute la nuit des lettres d'artilleurs de toute l'Union. Des dizaines de lettres, des centaines de noms. Tous remerciaient Brahman pour l'idée, pour la vie, pour être rentrés chez eux. Au matin, Alexei finit de lire, resta assis, regardant par la fenêtre. Son père n'en avait jamais parlé, avait vécu une vie ordinaire, avait travaillé comme ingénieur, élevé son fils, avait été un homme tranquille, calme, et derrière lui des centaines, peut-être des milliers de vies sauvées. « Papa, pensa Alexei, tu es un héros, un vrai héros, et tu ne le savais même pas. Rappelez-vous, au début je parlais de 4 canons, de 24 hommes, de l'aviation allemande qui chercha la batterie pendant 3 jours et ne la trouva pas. Maintenant vous connaissez cette histoire. Le capitaine Tchouktchine n'inventa rien de surnaturel. Il enterra simplement le canon dans la terre, le recouvrit de gazon, et cela sauva des vies. Une idée simple, née du désespoir, réalisée par l'obstination, répandue par la guerre. 756 vies, ce n'est que la statistique officielle pour 6 mois. Combien y en eut-il réellement jusqu'à la fin de la guerre ? Après, quand la méthode fut enseignée dans les académies et appliquée dans d'autres conflits, il n'y a pas de chiffre précis, mais on peut supposer des milliers. Des milliers d'artilleurs rentrèrent chez eux auprès de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs parents, parce qu'un capitaine, une nuit sans sommeil, pensa : « Et si on s'enterrait ? La guerre, ce n'est pas seulement des percées de chars et des assauts de hauteur. La guerre, c'est aussi de petites ruses, des solutions simples, des idées mastiques qui sauvent des vies. » Grigori Tchouktchine était un homme ordinaire, pas un génie, pas un héros de cinéma, juste un capitaine d'artillerie qui ne voulait pas mourir et ne voulait pas que ses hommes meurent. Cela suffisait. Un jour, si vous vous trouvez au musée de l'artillerie à Saint-Pétersbourg, cherchez-y le stand sur la Grande Guerre patriotique. Il y a une petite plaque, on y lit « Méthode d'aménagement de position d'artillerie camouflée développée par le capitaine J.A. Tchouktchine, 1944. » C'est tout ce qui reste. Une petite plaque dans un musée et des milliers de vies qui furent sauvées. La photographie avec l'inscription « Merci Tchouktchine » est toujours conservée dans la famille. Elle a jauni avec le temps. Les visages des artilleurs sont à peine visibles, mais l'inscription se lit clairement. « Merci Tchouktchine » de la part de ceux qui ont survécu, de ceux qui sont rentrés, de ceux qui n'auraient jamais existé si leur père et grand-père n'étaient pas revenus de la guerre. Merci d'avoir, au moment le plus sombre, refusé d'abandonner, réfléchi, trouvé et sauvé. C'est cela le véritable héroïsme. Pas bruyant, pas éclatant, mais véritable.